Bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous ce matin pour un webinaire assez exclusif, je dois l'avouer. Vous allez voir beaucoup de contenu, beaucoup d'intervenants de très haute qualité pour un sujet qui n'est pas simple. On va pouvoir aborder donc l'ensemble des questions que vous pourriez avoir autour du cookie. Vous l'avez bien constaté, cet été a été très, très actif. On a eu beaucoup d'actualités politiques, beaucoup d'actualités autour du sport avec les JO, mais certainement la news qui, en tout cas au niveau de notre secteur, a le plus impacté, je pense, notre quotidien, c'est l'annonce de Google qui a donc reporté signifier la suppression des cookies tiers. Donc tout un écosystème s'était préparé justement à la suppression des cookies tiers. Et avec cette annonce-là, les cartes sont complètement rebattues. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quel est l'impact de cette annonce? Donc nous avons rassemblé autour de nous des experts, vous le verrez, sur vraiment les plus belles technologies du marché en ce moment. Et nous allons aborder durant une petite heure ce sujet, donc un sujet clé, non seulement pour cette rentrée, mais aussi pour la préparation des plans 2025, parce que du coup, ça va arriver très rapidement. Et la grande question, c'est qu'est-ce que je fais en 2025 avec des cookies ou sans cookies? Et donc, nous allons essayer de répondre à cette question tous ensemble. Avant de débuter, voilà, on va encore attendre quelques secondes pour que tout le monde soit sur le pont. Le fonctionnement, vous allez donc avoir la présentation live, vous la recevrez bien sûr avec le replay quelques minutes après l'événement. Et il y a deux choses en fait donc à savoir, c'est la possibilité dans le chat effectivement de vous dire bonjour ou d'échanger. Mais si vous avez des questions, vous avez un petit onglet qui s'appelle questions. N'hésitez pas à indiquer vos questions dans cet onglet-là. Comme ça nous permettra en fin de webinaire de pouvoir le prendre et de pouvoir, bien sûr, y répondre. Voilà, généralement, les questions se baladent entre l'onglet chat et questions, mais voilà, si vous pouvez les centraliser sur la partie questions, ça sera plus simple pour y répondre. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'organisation va être autour donc de différents thèmes. On va évoquer justement la fin des cookies, on va évoquer les alternatives. Nous allons évoquer aussi donc du coup les recommandations des experts à qui je vais laisser bientôt la parole. Et on aura une série de questions-réponses. Voilà, il est 11h03, on va essayer effectivement de vous libérer pour midi pour aller déjeuner. Donc, ravi d'échanger avec vraiment des experts du marché. Chacun va pouvoir se présenter en quelques minutes, en quelques slides. Et puis après, on passera effectivement dans le vif du sujet. Eh bien, du coup, à moi, j'imagine. Bonjour à tous. Julien, je suis directeur des opérations chez UTIC. Donc, UTIC, en quelques mots, c'est en fait une co-entreprise qui a été fondée par 4 grands opérateurs, Telefonica, Dutch Telecom, Orange, Vodafone. Donc, 4 grands opérateurs européens qui se sont associés pour justement créer une alternative à cette fin des cookies tiers. Donc on va le voir, c'est une solution qui est alimentée par les opérateurs. Au-delà des 4 opérateurs fondateurs, on a aussi des partenariats avec plein d'autres opérateurs. Donc par exemple en France, on a Orange évidemment qui est fondateur et qui alimente la solution, mais on a également des contrats de partenariat avec SFR et Bouygues. Et on travaille également avec le 4e dernier opérateur pour qui puisse également alimenter. Aujourd'hui, ça va faire à peu près 1 an qu'on s'est lancé sur le marché français et on a dépassé les 19 millions de Français en fait couverts par la solution UTIC, ce qui représente environ 33% des internautes en France aujourd'hui. Et on va le voir, mais on va déployer encore d'autres aspects de la technologie qui vont nous permettre de rapidement, dans les prochains mois, doubler, voire tripler ce nombre pour couvrir quasiment 100% de la population française. Merci Julien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc je suis Gaël Demessan, je représente First ID. C'est une compagnie française. En 2 ans, on a permis à peu près à 40 groupes, que ce soit des éditeurs, des annonceurs, de pouvoir optimiser leur first party data avec leur propre identifiant qui est précis et puissant. Actuellement, on a à peu près 85% des Français qui ont un identifiant First ID tous les mois. Donc, toutes les grandes agences ont déjà lancé des campagnes basées sur First ID et on utilise la plupart les principales plateformes, que ce soit SSP, DSP, DLP.
Dernier point, on a déjà travaillé sur de nombreux cas d'usage. Donc activation, acquisition, first party data, analytics, data collaboration. Merci Gaël. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Guéot et je suis Head of Customer Success chez LiveRamp. LiveRamp, on est une solution de data collaboration. Donc LiveRamp, on édite une solution de data collaboration ou plus communément appelée une solution de data clean room. On existe depuis une quinzaine d'années avec une présence globale à travers le monde, environ 1000 collaborateurs, un peu plus à travers le monde, et une présence en France avec un bureau qui compte une cinquantaine de collaborateurs. Aujourd'hui, la solution LiveRamp, elle permet d'adresser de nombreux cas d'usage. Les quatre principaux, c'est de permettre à des entreprises de venir consolider et sécuriser l'utilisation de leurs données dans un environnement technologique, de pouvoir partager leurs données avec différents partenaires, que ce soit d'autres entreprises, mais également des partenaires médias tels que les plateformes d'achat médias, de pouvoir connecter leurs audiences avec l'ensemble de ces plateformes médias pour venir cibler des audiences dans le cadre de campagnes médias, et enfin de mesurer l'efficacité de leurs actions marketing. Et donc c'est sur ces deux derniers use cases qu'on a été amené à développer un identifiant cookieless qui s'appelle le Ramp ID et que je vais vous présenter dans quelques instants. Merci Julien. Pierre-Antoine, c'est à toi. Bonjour, Pierre-Antoine Durja, donc je suis co-créateur de ID5. Donc, ID5 est une solution qui permet de nourrir l'écosystème digital avec des identifiants probabilistes. Donc, c'est un peu différent encore d'un nombre différent de tout ce qu'on vient de se partager. On fournit la technologie, comme vous le voyez dans les références en bas, plutôt à des acteurs en fait technologiques du marché à qui on fournit des solutions pour reconnaître les internautes de façon probabiliste. Donc, c'est le seul business de la boîte. On s'occupe que de ce sujet d'identité pour l'écosystème. On nourrit, y compris des grands acteurs qui sont mentionnés en bas comme Trade Desk d'identifiants. On a une diffusion mondiale aujourd'hui qui est extrêmement élevée. Sincera nous permet de montrer qu'on a un reach qui est maintenant très important, en particulier en France, on en reparlera. Le but de ce qu'on fait, c'est d'être capable de collecter différents signaux pour reconnaître l'internaute qu'on a à notre disposition, de les combiner pour de façon probabiliste reconnaître les gens. Le tout, évidemment, en s'assurant qu'on a bien le consentement sur tous les signaux collectés. Donc, on a démarré l'entreprise dans un contexte de consentement. Donc, pas dans un contexte où le but, c'est de reconnaître à tout prix, mais dans un contexte où l'internaute donne son consentement à ce qu'on utilise les signaux pour le reconnaître, les cookies faisant partie de ces signaux, mais pas seulement. Et donc, notre objectif, c'est d'augmenter l'adressabilité, finalement, des internautes et la capacité à les reconnaître à très, très grande échelle pour l'ensemble de l'écosystème. Parfait, merci Pierre-Antoine. Donc vous avez vu, je pense que vous avez là toutes les meilleures technologies possibles justement pour identifier et réconcilier des profils. On va revenir ensuite dans le détail de chacune des solutions avec des exemples, avec des chiffres. Juste avant de débuter cette partie-là, quelques mots sur Envoice. Donc on a un statut un petit peu particulier par rapport à mes amis présents sur scène, puisque nous on opère en fait directement les campagnes avec une couche techno aussi qui est assez importante puisqu'on a notre propre DSP et nos propres algorithmes. Et l'idée justement, c'est de pouvoir utiliser le maximum de signaux, on y reviendra tout à l'heure, cookie tiers ou cookieless, pour pouvoir avoir une augmentation en fait du reach. J'entrerai dans le détail tout à l'heure, et on travaille effectivement avec des PME, beaucoup de TI et puis des grands comptes aussi comme Renault. L'idée à travers cette solution-là, c'est d'avoir quelque chose de très simple, très puissant, et en même temps de performant, donc l'équivalent sur l'open web de ce qu'on pourrait essayer d'obtenir avec un Meta ou un Google sur le search et le social. Voilà, à travers une solution, de pouvoir adresser effectivement le maximum de problématiques avec le maximum de performance. Merci à tous les quatre. Avant de débuter justement la présentation dans le détail de chacune de ces alternatives, comme vous l'avez constaté, c'est beaucoup de techno, de technicité. On va vous présenter vraiment des cas qui sont aussi très concrets pour que vous puissiez exploiter justement ces différentes alternatives au plus tôt et au mieux. Avant de débuter cette partie-là, on voulait juste faire un petit point sur le cookie tiers, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir où on en est sur ce sujet. Reprenons les bases. Le cookie, c'est donc un système qui aujourd'hui est au cœur du marketing digital maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, qui permet un certain nombre de choses. C'est de pouvoir suivre des internautes sur un
ou plusieurs sites, de pouvoir créer justement des audiences sur un ou plusieurs sites pour avoir des audiences bien sûr plus larges, d'avoir des données comportementales permettant d'avoir un ciblage précis, que ce soit en pré-targeting ou en retargeting, et bien sûr de suivre aussi les performances à travers une approche post-click ou post-view d'ailleurs. On peut travailler effectivement ces deux KPI, on y reviendra après sur la mesure, et en même temps à travers le cookie, d'avoir aussi une gestion très fine du capping, de la répétition. Donc vraiment ce petit cookie, là, ce petit gâteau qu'on voit maintenant sur toutes les présentations depuis 18 à 24 mois, c'est un élément essentiel du marketing digital, et c'est ce cookie-là aujourd'hui qui est en train de disparaître. Alors, il avait été annoncé par Google en 2019 que sur Chrome, donc le navigateur qui a aujourd'hui plus de 60% de part de marché sur le navigateur en France et dans le monde, qu'il y allait avoir une suppression. Il y a eu plusieurs reports. Il y a encore eu un report au printemps, puisque du coup la suppression devait débuter justement là dans les prochaines semaines. Ça avait été reporté à début 2025. Google avait déjà présenté une solution alternative, la Privacy Sandbox, on en parlera tout à l'heure, et avait déjà enlevé sur 1% des internautes ce fameux cookie tiers. Mais effectivement, je pense que Google a surpris tout le monde en annonçant il y a quelques semaines donc l'annulation de cette suppression, ou plutôt la liberté laissée à l'internaute de décider s'il acceptait ou non les cookies tiers. Donc, par rapport à l'annonce de 2019 et en même temps 5 ans après celle de cet été, le marché, bien sûr, s'est structuré avec un certain nombre en fait d'approches au niveau du ciblage, on y reviendra tout à l'heure, qui ont permis justement de faire émerger des alternatives puissantes. Mais c'est vrai que cette solution-là, du cookie, d'un seul coup, est encore là. On entend encore parler, mais il y a un chiffre en fait qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez moins d'un internaute sur deux qui est adressable via ce système. D'une part parce qu'il y a des consentements qui sont de plus en plus faibles. Aujourd'hui, voilà, on peut estimer effectivement que l'absence de consentement, c'est à peu près 40-50% en fonction des acteurs. On discute avec beaucoup d'annonceurs qui nous disent que depuis le début de l'année, ce taux de consentement chute assez fortement. Il y a déjà des navigateurs qui ont supprimé la gestion des cookies tiers, Firefox et Safari, et en même temps vous rajoutez en fait une troisième couche, tous les adblockers qui bloquent de toute façon tous les systèmes. Donc in fine, lorsque vous avez le consentement sur un navigateur qui accepte et qui n'existe pas d'adblocker, un internaute sur deux au maximum est adressable, et ce pourcentage-là va effectivement diminuer de manière assez rapide. D'une part, encore une fois, parce que le taux de consentement diminue fortement. Voilà, d'après ce qu'on entend auprès de nos clients, c'est entre 5 et 10 points qui ont disparu sur le consentement depuis le début de l'année. Voilà, donc ça va très vite. Et aujourd'hui, les spécialistes, les experts, les consultants, effectivement, évoquent un taux de moins de 20% de cookie tiers à court terme. Donc, effectivement, ce fameux cookie tiers qui est central encore aujourd'hui, de toute façon, même s'il n'est pas supprimé par Google dans quelques mois, il est en très fort déclin, et l'accélération va être claire et nette et franche dans les prochains mois. La conséquence de ça, c'est que puisque vous nous touchez, on ne touche qu'un internaute en fait sur deux. D'une part, il nous manque l'autre internaute, donc il manque 50% en fait des audiences qui sont peu ou pas ou mal adressées. Et d'autre part, il y a une sursollicitation, justement des gens qui sont adressables. Donc c'est pour ça que lorsqu'on se dit oui, en fait il reste les cookies, je peux encore continuer avec le cookie, c'est de toute façon un système qui est en train de mourir, et en plus c'est déjà un système qui est complètement vicié par les deux éléments que je viens d'indiquer à l'instant. Alors, une fois qu'on se dit que le cookie tiers, c'était très bien, il en reste certes, mais qu'il faut passer en fait à autre chose. Ce que je vous propose maintenant avec Julien, Gaël et Pierre-Antoine, nos experts, c'est d'évoquer justement les différentes alternatives et puis de rentrer vraiment dans le détail du fonctionnement, et en même temps de vous montrer les cas, puisque vous allez voir, ce sont des choses qui permettent justement des use cases marketing très pratiques, très concrets.
Petite intro sur cette partie-là, hein, pour classer un peu les grandes familles, parce que c'est toujours très compliqué de se retrouver justement sur les différentes alternatives. Sur l'open web, encore plus que sur social, encore plus que sur le search, on a un certain nombre de solutions disponibles qui permettent justement de capter des signaux, qui permettent d'adresser des internautes. Il y a 3 grandes familles, tout ce qui est user-centric, tout ce qui est content-centric et tout ce qui est groupe-centric. Le user-centric, vous le connaissez, hein, c'est le cookie tiers. On va essayer effectivement d'identifier une personne et puis de pouvoir analyser son comportement pour pouvoir le cibler. Donc là, on va avoir au niveau des solutions tout ce qui est cookie first, tout ce qui est cross-domain, le fameux cookie tiers, tout ce qui est ID déterministe et bien sûr ID probabiliste. C'est à peu près le même système. Technologiquement, c'est pas le même fonctionnement, mais par contre, effectivement, sur le principe, c'est d'identifier une personne et puis de pouvoir effectivement suivre son comportement pour pouvoir l'adresser ensuite. La deuxième partie, c'est tout ce qui est content-centrique. Donc là, on va plutôt s'intéresser en fait au contexte de diffusion, de la campagne. Donc, où est-ce que je me trouve, dans quel contexte, ou sur quelle page, ou quel est le sujet de la page traité justement sur lequel je suis. Et puis, il y a une approche aussi panel qui vient compléter justement cette famille content-centrique. Sur la partie groupe centrique, c'est certainement ce qu'il y a aussi de plus récent. Ce sont des solutions qui n'existaient pas il y a encore quelques années, même il y a moins d'1 an. Toute la partie en fait seller defined audience, donc c'est la possibilité de créer des groupes en fonction de comportements similaires sur les sites médias. Donc c'est à l'initiative en fait de l'éditeur de pouvoir créer justement ces groupes. Et puis ensuite on a Google donc qui a proposé il y a quelques mois maintenant, la Privacy Sandbox avec 3 API. Là, il y en a 2 sur la partie ciblage et puis une sur la partie attribution. Sur la partie ciblage, on a les topics et on a les protected audience. Les topics, ce sont des thèmes qui sont associés au navigateur en fonction de la navigation que vous pouvez faire. Et les protected audience, c'est la possibilité, lorsque vous êtes sur un site annonceur, par exemple, ou un site éditeur, de vous mettre dans un groupe en fonction de votre comportement. Donc, lorsqu'on regarde en fait tout ça, on s'aperçoit effectivement qu'il y a énormément de solutions. Ce qui n'est pas toujours très clair, c'est de voir comment en fait on peut utiliser ces solutions pour déterminer justement le potentiel et le comportement d'un internaute. Et là, voilà, en reprenant les codes couleurs et puis les différentes solutions, ça vous montre aujourd'hui comment, avec le consentement et sans avoir de données sensibles, que ce soit encore une fois le nom, l'adresse, l'analyse de mail ou autre, on arrive tout de même à identifier qu'une personne a une probabilité de conversion sur tel ou tel sujet, tel ou tel produit. Donc là, on a pris l'exemple, par exemple, voilà, de Jeanne, qui à travers les cookies, voilà, on peut savoir qu'elle a visité en fait par exemple Vinted et à naviguer sur des jeans par exemple de seconde main, qu'elle a pu acheter un livre précis sur Rakuten toujours à travers ce cookie, qu'elle est une femme habitant à Nantes avec l'ID déterministe, et puis en même temps qu'elle a visité plusieurs sites qui sont par exemple liés à un groupe ou à plusieurs groupes médias à travers en fait un ID cross domaine. Le sémantique nous permet de savoir effectivement sur quel type de page, quel est le sujet de la page sur lequel Jeanne en fait a surfé et par exemple en fait sur l'engagement associatif. Et puis le panel va nous permettre effectivement de rajouter aussi une aspérité sur le fait que Jeanne fait partie donc d'un groupe jeune engagé déterminé à travers ce panel. Et avec les approches en fait qui sont groupe centriques, par exemple un SDA permettra de savoir que Jeanne a été mis dans un groupe autour du recycling ou de la mode ou de l'alimentation veggie. Les topics, de savoir effectivement qu'elle surfe sur des sites d'intérieur et par exemple avec les protections d'audience qu'elle a déjà visité ou même acheté sur le site de Maison du Monde. Donc pour tout ça, en fait, ça nous permet d'avoir une approche assez fine du profil de Jeanne, encore une fois avec son consentement. Donc on est vraiment sur une gestion totalement parfaite en fait de la privacy et en même temps sans avoir de données sensibles, d'avoir un profil en fait assez précis de Jeanne et de ses besoins. Alors, on va évoquer les différentes alternatives. Hein. On a évoqué là les grandes familles. Ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le détail avec nos experts et puis de débuter justement famille d'alternatives par famille d'alternatives et donc de débuter avec Gaël de First ID.
Merci Alban. Alors, voilà, c'est ici. Un point important, c'est si on se positionne comme une marque. Une marque, son intérêt, c'est de savoir, de mieux connaître son client. Son client, il peut venir en magasin, il peut consulter un site web, il peut acheter sur une app, il peut regarder la télé, il peut être touché sur les réseaux sociaux. Derrière, c'est toujours la même personne, c'est pas juste un cookie, un identifiant app ou une carte de fidélité. Donc, ce que souhaitent les marques, c'est de pouvoir identifier clairement les clients et les prospects de la même manière et où qu'ils soient. D'accord? Donc, déjà, le cookie, c'est pas de savoir s'il reste ou pas des cookies, c'est que le cookie ne permettait pas ça. Le cookie permettait sur une toute petite partie qui va diminuer encore plus fort comme tu en parles. Et le cookie ne permettait pas de savoir, de retrouver la personne sur différents devices, sur différents appareils, sur web app, sur la carte de fidélité, sur la CTV. Voilà. Donc, premier point, de toute façon, le cookie était pas suffisant. Le deuxième point qui est important, c'est le fait que c'est un cookie tiers. Qu'est-ce que ça veut dire que tiers? Tiers, ça veut dire que vous êtes dépendant d'un tiers navigateur, que ce soit Google Chrome, Apple Safari, et on voit bien avec ces dernières annonces, ils changent les règles quand ils veulent, et jamais, et toujours d'une manière unilatérale. C'est également un tiers technique, hein, parce qu'on parle d'un cookie tiers, mais en fait, il y en a des milliers, des centaines qui sont là, et c'est des correspondances entre plein de plateformes techniques. C'est pas votre data. Donc, avec First ID, ce qui est vraiment important, c'est qu'on souhaite que vous ayez un identifiant qui soit global, sur lequel vous ayez un contrôle complet, et sur lequel vous pouvez gérer au mieux votre first party data et la mettre en avant. Donc, pour ça, on a un avantage assez fort, c'est qu'on a un de nos gros bénéfices, c'est qu'on ait une facilité d'intégration avec l'ensemble des plateformes. Donc on a énormément de cas de figure différents. Alors je ne veux pas toutes les parler, mais si je vais highlighter 4 ou 5 d'entre elles. Sur le social par exemple, améliorer les performances, réduire les coûts sur votre acquisition sociale. Ça peut être fait avec First ID. Faire du retargeting. Le retargeting sur du display. Il y a un exemple avec Cofidis et Weborama, par exemple, sur lequel on a une amélioration de la conversion qui est assez forte, mais on a plein d'exemples de retargeting qui sont faits et à chaque fois sans cookie tiers. Le media planning, on touche, comme j'en parlais tout à l'heure, 85% des Français. On facilite l'accès en fait au carrefour d'audience sans aucun cookie tiers. Enfin, sur la partie rich déterministe, un autre bénéfice qu'on peut apporter, c'est qu'on arrive avec une audience incrémentale. Dans l'exemple avec Intermarché, 8 impressions sur 10 étaient exclusives à First ID et sur lequel on a pu permettre de toucher des clients qu'on n'aurait pas eu sinon. Un autre cas d'usage très intéressant qui est le plus récent en fait qu'on ait pu sortir, c'est un cas d'usage de Data Clean Room. En fait, derrière ce mot-là, ce qui était intéressant, c'était donc avec Decentric, avec Publicis, avec Pierre Fabre, c'est qu'on a permis à Pierre Fabre de mieux comprendre ses audiences, en voyant en fait ses propres audiences sur les sites Aven, Aderma, sur les carrefours d'audience avec la first party data des éditeurs. Donc il y a eu un lien qui était très fort entre ces différentes entités. Et ils ont pu déterminer des profils, ça peut donc mieux comprendre leur data, leurs clients, leurs prospects, sans dépendre d'email, parce que sur tout ce qui a été fait ici, à cet endroit-là, c'était sans aucun email qui a été pris. Donc, ce cas d'usage qui est très intéressant, c'est qu'on a démocratisé l'accès au Data Clean Room. Et on a pu le faire d'une manière hyper rapide, parce qu'en à peine un mois, l'analyse elle a été faite et elle a pu être utilisée par l'annonceur. Et je laisse la main, je crois que c'est à Pierre-Antoine. Oui. Merci Gaël. Je veux bien le slide suivant. Merci. Je vais vous expliquer un peu comment marche l'identifiant ID5. Donc, comme je l'indiquais, on a le but, c'est pour ça qu'aujourd'hui la boîte AdTech est au centre. Le but de notre identifiant, c'est de permettre d'avoir une monnaie de transaction entre les éditeurs et les AdTech qui veulent acheter. Donc, comment ça marche d'une façon très résumée, ce que vous avez sous les yeux. D'un côté, on va mettre des tags côté éditeur. On a un énorme reach côté éditeur et on continue à grandir. C'est gratuit pour les éditeurs. C'est le but de l'opération, c'est qu'ils puissent autant qu'ils veulent poser les tags ID5 pour augmenter la surface sur laquelle on est capable de reconnaître les utilisateurs.
Et de l'autre côté, on va poser exactement le même tag côté annonceur pour être capable de reconnaître les mêmes utilisateurs. Et le résultat de ces tags va être envoyé à l'écosystème en même temps qu'un graphe qu'ID5 fournit aux acteurs de l'écosystème pour leur permettre de reconnecter tous ces utilisateurs. Donc le mécanisme est finalement assez simple. L'objectif qu'on a et dans la façon de se diffuser, c'est d'avoir des tags qui sont posés sur les sites éditeurs et les sites annonceurs et d'être capable ensuite de laisser l'écosystème fonctionner, pour la simplification, mais comme il marche aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, en remplaçant les cookies par l'ID5 ID qui fonctionne sur tous les devices et dans tous les environnements, y compris cross-device, on permet de continuer à acheter avec des principes similaires aux cookies, mais sans avoir de cookies. Et c'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné, c'est de maintenir l'écosystème globalement à l'identique de la façon dont il fonctionne aujourd'hui. Donc, avec un objectif qui est d'avoir d'abord une grande échelle et ensuite que tous les algorithmes d'optimisation qui tournent déjà, on puisse continuer à les utiliser, que tous les outils de mesure qui existent déjà, on puisse continuer à les utiliser en substituant un ID dans lequel chaque publisher a ses ID, chaque ad tech a ses ID, par un ID ID5 qui est une monnaie qui permet de circuler entre tout le monde. Je veux bien le slide suivant. C'est moi qui peux choisir le slide ou... Ouais, Antoine, si tu m'entends, tu as la main. Formidable, je découvre qu'il y a un bouton. Pardon pour cette interruption. Donc on a aujourd'hui une présence très américaine, mais aussi très européenne pour les raisons historiques. Mathieu Roche, qui est cofondateur avec moi, on avait déjà beaucoup de contacts en France. Alors on compte un peu différemment parce qu'on compte pas nous le nombre d'utilisateurs qu'on voit, mais plutôt le nombre de signaux qu'on reçoit. Donc en ce moment, l'année dernière, on a eu à peu près 77 milliards de signaux en France. Là, à date, aujourd'hui, on est quasi à 90 milliards. Et donc ces signaux-là, c'est le nombre de fois qu'on touche un internaute en France. Et donc c'est tous ces petits signaux qui nous permettent de progressivement construire une vision à la fois cross-device et cross-éditeur de qui est cet internaute. Avec un positionnement qui est très clair sur le fait qu'on ne se mêle pas du tout des données associées à cet utilisateur. On veut fournir un identifiant qui permet aux gens de continuer à transacter dans l'écosystème. À quoi ça sert? Ça permet de réaugmenter le reach qui a été perdu, comme tu l'as très bien présenté, Alban, au début. On est quasi à 50% des gens qui sont plus adressables. Gaël, tu viens d'en parler aussi. Quand on a des identifiants tiers qui tiennent mieux que les cookies, on arrive à aller rechercher des gens qu'on ne trouve pas. Grâce à ça, on arrive à augmenter les performances parce que si on a un plus grand inventaire dans lequel on peut optimiser, on peut mieux optimiser. Mais on améliore aussi les performances grâce au cross-device, évidemment. Ça évite de la répétition sur des utilisateurs qu'on ne voulait pas. Et un point important, évidemment, c'est de s'assurer, et on s'y engage contractuellement auprès de nos clients, que les identifiants qu'on fournit, ils sont entièrement conformes au RGPD. Et ça, on s'y engage aussi bien auprès des annonceurs qu'auprès des plateformes pour garantir qu'on fournit une monnaie qui fonctionne et qui a une validité légale. Et évidemment, le principe, et tu l'as évoqué, Gaël, c'est évidemment, on est nous plus centrés sur alimenter l'écosystème, mais ça permet à l'écosystème AdTech de se nourrir d'une vue globale des internautes, d'avoir une vue un peu moins fragmentée. Plus les identifiants sont réconciliés, plus on peut avoir une compréhension, Alban, tu l'as présenté dans ton slide, d'une personne. Et quand on a 3 signaux séparés, ça vaut rien. Quand on a 4 signaux regroupés, ça commence à être exploitable pour faire du ciblage. Pour donner un petit exemple d'un cas qu'on a fait tourner assez récemment, on a Havas qui fait tourner maintenant de façon relativement récurrente de l'achat média pour Telefonica avec des segments qu'ils avaient constitués sur les données historiques de Telefonica. Et donc, ils se sont mis à acheter sur l'ID5 ID au lieu d'acheter sur les cookies comme d'habitude. Ça a été fait en fournissant les segments avec des private deals par les plateformes. Pour Havas, ça a été un bon coup parce qu'ils ont énormément augmenté le reach et grâce au reach, ils ont réussi à baisser à la fois le CPA en moyenne, le CPL aussi, mais aussi à aller rechercher du reach qu'ils n'ont jamais eu sinon. Le cas détaillé est sur notre site si ça intéresse des gens d'ailleurs de rentrer dans le détail. Je ne vais pas faire perdre trop de temps à rentrer exactement tous les calculs qui ont été faits, mais on est vraiment dans l'usage type qu'on avait auparavant du cookie, c'est-à-dire qu'on a réussi à fournir ce qu'il fallait pour targeter, pour faire de la verification et exclure la fraude, pour faire le frequency capping de façon globale, mais aussi la mesure de conversion, d'attribution. L'identifiant a permis de débloquer toutes ces fonctionnalités-là dans l'exécution de la campagne. Et j'espère que, si évidemment, n'hésitez pas à laisser des questions s'accumuler dans le questionnaire, on sera ravis d'y répondre. Je n'en vois qu'une en bas, j'aimerais bien qu'on ait plein de questions. C'est exactement ce que j'allais faire. N'hésitez pas. Il nous reste encore bien sûr 3 alternatives à vous présenter. Mais si vous avez des questions, parce que voilà, comme le temps est limité, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à le poser. Donc dans l'onglet questions, on en a déjà une. Voilà, n'hésitez pas et on y reviendra en fin de webinaire. C'est bon pour toi, Pierre-Antoine ? Je passe le micro. Oui, merci beaucoup Pierre-Antoine.
Alors, de mon côté, je vais vous présenter le Ramp ID, qui est une solution qu'on vient déployer chez de nombreux éditeurs en France, les plus grands carrefours d'audience tels que Prisma Media, Webedia, Groupe Figaro ou Le Bon Coin ont déployé cette solution. Et nous, on se range dans la catégorie des identifiants déterministes, donc 100% déterministes, puisqu'on va permettre à une marque de venir cibler son audience de manière précise et sécurisée, grâce à cette solution qu'on a déployée chez les éditeurs et qui vient se déclencher en fait dès lors qu'un internaute vient s'identifier, se loguer sur l'environnement, sur les pages de cet éditeur. Et donc, au moment du login, l'internaute va venir renseigner son adresse email pour la plupart des cas, mais toute information, toute donnée personnelle qui peut être utile à sa réconciliation. Et LiveRamp, on va venir convertir cette donnée personnelle en un identifiant sécurisé qui s'appelle le Ramp ID. Et ce Ramp ID, aujourd'hui, il est utilisable par l'intégralité des acteurs de la tech, notamment les DSP et les SSP, et par nos clients qui sont utilisateurs de notre solution de réconciliation donc, de leurs données, qui vont leur permettre de pouvoir retoucher leurs propres audiences et de les recibler sur l'ensemble de l'écosystème média auprès des éditeurs qui ont déployé notre solution, et donc d'utiliser n'importe quelle solution d'achat pour leur permettre de retrouver ces audiences et de pouvoir les cibler ou les exclure dans le cadre de leur stratégie média. Aujourd'hui, l'avantage d'utiliser le Ramp ID dès aujourd'hui, il est multiple. Dans un premier temps, ça peut vous permettre d'améliorer l'efficacité et le rendement de vos campagnes publicitaires, puisqu'on va venir cibler des individus et non plus des devices, des cookies. Donc, on a une meilleure précision, une meilleure efficacité des campagnes qui vont être diffusées. Le Ramp ID, c'est un identifiant qui peut être utilisable et déployé sur l'ensemble des navigateurs. Donc, on va vous permettre aux marques de pouvoir cibler leurs audiences également sur des navigateurs tels que Safari et Firefox, qui représentent aujourd'hui environ 30% du trafic en France. On va augmenter, comme je le disais, l'efficacité des campagnes, et ça passe par un meilleur ciblage, puisque le frequency capping de vos campagnes ne va plus être réalisé sur des identifiants cookies où un individu peut disposer de plusieurs cookies. On peut avoir une fréquence d'exposition de 10 sur un cookie, et donc au final exposer 30 fois un individu à sa pub. Là, grâce au Ramp ID, on va l'exposer le bon nombre de fois, puisqu'on va faire ce frequency capping sur un identifiant qui est individuel. Et puis enfin, l'intégralité des impressions publicitaires qui vont être générées grâce au Ramp ID peuvent être mesurables, et on a la capacité de venir réconcilier l'ensemble des impressions publicitaires avec tout type de conversion jusqu'à de la transaction offline, dès lors que vous arrivez à capter une donnée nominative sur la personne qui vient réaliser la conversion dans votre réseau de distribution. Aujourd'hui, le Ramp ID peut être utilisé de différentes manières. La première et la plus native, on va dire, c'est un Open Exchange via votre DSP préféré. Donc nous, on est partenaire avec les plus grandes DSP du marché, tels que Xandr, Amazon DSP, The Trade Desk, Criteo, etc. Et donc, vous allez venir charger vos audiences directement dans ces plateformes et vous permettre de les cibler sur notre écosystème de partenaires médias. On est également partenaire exclusif de DV360 sur la solution Pair, qui est donc l'alternative proposée par Google sur le ciblage d'audience first party à travers leur DSP DV360. On donne la possibilité également de cibler des audiences via des deals que vous allez réaliser avec les éditeurs, et donc de charger vos audiences directement dans leur SSP. Et puis enfin, le Ramp ID, c'est également un identifiant qui est interopérable avec l'ensemble des plateformes de social media telles que Meta, LinkedIn, Snapchat ou TikTok. Et pour illustrer tout ça, on a une étude de cas qu'on a réalisée en France avec un constructeur auto qui souhaitait cibler des possesseurs d'un véhicule pour le lancement de la nouvelle gamme de ce véhicule. Et donc, ils sont venus tester l'efficacité du Ramp ID en venant cibler une audience donc, de leur base client qui était les possesseurs de cet ancien modèle. On a divisé l'audience en deux groupes et ils sont venus cibler en fait un de ces groupes grâce au cookie Xandr et l'autre groupe grâce au Ramp ID. Et en fait, l'efficacité qu'on voit post-campagne, c'est que sur l'audience qui a été ciblée en Ramp ID, on a des meilleures performances sur le cost per lead, sur la génération de visites qualifiées et sur la couverture suscible, puisqu'on a augmenté la portée de la campagne sur les navigateurs cookieless. Voilà, je passe la main désormais à Julien.
Et si je retire le mute, c'est mieux. Merci Julien. Et donc du coup, côté UTIC, alors on a vu un petit peu que jusqu'à présent, tout ce qui était solution d'identifiant, il y avait deux grandes méthodologies qui étaient à la fois du déterministe, donc souvent basé sur de l'email, qui est intéressant en termes de stabilité, mais qui avait quand même des problématiques en termes de reach, puisque l'open web, il est par nature assez peu authentifié. Et on avait une deuxième méthodologie qui, elle, était probabiliste, où on essaie de récupérer des signaux, l'adresse IP par exemple, pour essayer de réidentifier l'utilisateur, reconnaître l'utilisateur entre les différents sites web. Et où là, on a plus de difficultés en termes d'identification, parce que justement, c'est pas déterministe. Donc, on va avoir une probabilité de reconnaître l'utilisateur, et ça devient compliqué quand ces signaux ne sont pas forcément très stables, ce qui est le cas entre autres de l'adresse IP, qui sur mobile par exemple peut être renouvelée plusieurs fois par jour. UTIC, c'est un petit peu le dernier dans les solutions d'identifiant, parce que nous, on est arrivé l'année dernière avec une approche qui est un petit peu différente justement de ces deux approches email et probabiliste, puisque on va avoir une approche qui va être basée sur les opérateurs Internet. Comme je l'avais dit en introduction, en France, on a notamment Orange, SFR et Bouygues. Et ces opérateurs Internet, ils ont une particularité, c'est que c'est eux, en fait, qui supportent le fonctionnement sous-jacent d'Internet. C'est eux qui permettent à un utilisateur, sur son téléphone, sur son ordinateur, d'accéder à un site Internet via la connexion, via le contrat de cet utilisateur-là. Et en fait, justement, la solution qu'on propose, nous, c'est d'avoir une solution d'identifiant qui va être basée sur cette connaissance des opérateurs. Comment ça marche d'un point de vue un petit peu plus technique? En fait, lorsque l'utilisateur il accède à Internet via son téléphone, il a une adresse IP qui lui est assignée par son opérateur avec lequel il a un contrat. Comme je disais, l'adresse IP en tant que telle, elle est difficilement utilisable parce qu'elle peut changer assez régulièrement et on ne peut pas savoir d'une adresse IP à l'autre si c'est le même utilisateur. L'opérateur, lui, par contre, à tout moment, il est capable de savoir que telle adresse IP, en fait, c'est celle qu'il a associée à tel contrat. Et donc, de l'adresse IP, il va pouvoir remonter au contrat de l'utilisateur. Et du contrat de l'utilisateur, on va pouvoir générer un identifiant. Et donc, c'est là l'identifiant qu'on a à UTIC et qui a l'avantage d'être à la fois déterministe, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une probabilité d'avoir le même utilisateur. On sait qu'on a le même utilisateur en face puisqu'on est sur la même contrat, le même ligne Internet de l'utilisateur. Donc déterministe, mais en même temps sans être dépendant de l'accès à une adresse email, ce qui permet aussi d'avoir un reach important. Si on remet un petit peu du coup les avantages de cette solution, c'est qu'on va avoir une stabilité déjà qui va être fortement améliorée, à la fois dans le temps. L'identifiant ne va pas changer, il va être stable dans le temps, puisque le contrat de l'utilisateur va rarement changer dans le temps. Souvent, son contrat avec son opérateur Internet, on le garde pour des mois, voire des années. Et on va aussi avoir une stabilité qui va être cross-environnement, notamment, par exemple, la réconciliation entre le web et l'applicatif, encore une fois, de manière déterministe. Donc, on va être capable, si on a une application, de reconnaître cet utilisateur-là et d'aller le retoucher sur Internet, ce qui n'avait jamais été possible jusqu'à présent sur la base des cookies tiers. Donc, stabilité améliorée. En termes de reach, on a un potentiel, je le disais en introduction, mais un potentiel de 100% des connexions Internet si on a les 4 opérateurs. Donc, aujourd'hui, à 3 opérateurs, on est à peu près à 80% du marché. On a accès aux inventaires cookieless, ça on en reparlera tout à l'heure, mais Alban l'a déjà bien expliqué dans les introductions. On a à peu près aujourd'hui 50% de l'audience en France qui n'a plus de cookies tiers. Et donc, quand on utilise des campagnes sur des mécanismes de base basés sur des cookies tiers, on se coupe de 50% de ses clients, de son audience potentielle. Et on le voit à travers des tests qu'on a pu mener. Et enfin, c'est un identifiant qui n'est pas dépendant en fait du support, puisque tout accès à Internet, que ce soit de l'application mobile, du web ou du contenu télé, CTV, passe par une connexion Internet fournie par un opérateur Internet. Donc, c'est une solution qui peut s'utiliser sur tous les environnements, y compris sur de la CTV. Enfin, le dernier point, c'est au niveau de la transparence. Ça, pour nous, c'est un point qui est important. Alors, pas forcément sur les aspects techniques, mais il faut aussi faire le constat de pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, pourquoi est-ce que les navigateurs ont supprimé les cookies tiers, en tout cas, la façon pour laquelle ils le justifient. C'est aussi parce qu'il y a eu une défiance assez grandissante des utilisateurs quant à l'utilisation de leurs données en ligne. Où on a une sorte de défiance sur la façon de qui a accès, qui traque les utilisateurs, comment c'est fait, etc. Et cette partie-là, c'est cette défiance-là qui a donné lieu derrière au régulateur qui s'est saisi du sujet et qui a créé des choses comme le RGPD et e-privacy. C'est également ce qui a poussé, ou en tout cas qui a permis à Apple de justifier, de supprimer les cookies tiers et qui continue à être utilisé comme motivation par d'autres navigateurs comme Chrome. Donc cette transparence, elle est importante et c'est pour ça qu'on a aussi, nous, pris
un pari peut-être un peu risqué quand on est arrivé au début, de dire on va être extrêmement visible auprès de l'utilisateur, on va pas être caché, on va avoir notre logo par exemple qui va être visible à chaque fois pour avoir un repère visuel. On va mettre à disposition de l'utilisateur des outils directement qui vont lui permettre de savoir quel site web aujourd'hui a accès à son identifiant UTIC et lui permettre de contrôler justement cet accès à son identifiant UTIC. Tout ça a été mis en place justement pour adresser cette partie, cette défiance des utilisateurs. Si je parle maintenant du use case pour illustrer un petit peu justement tous les avantages de la solution que je viens de présenter, on a fait une campagne par exemple avec Intermarché qu'on a fait en France. Ce qu'on a pu observer, donc on a fait deux choses dans cette campagne. On a ciblé en fait des inventaires. Alors, une partie qui avait des cookies, évidemment, une partie qui n'en avait pas. Donc déjà, on a été capable de comparer c'était quoi ce reach. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on était à peu près à 50-50, 46% de mémoire d'inventaire qui n'avait pas de cookies et 54 qui en avaient. Donc on est à peu près sur les chiffres qu'on avait donnés tout à l'heure avec 50-50. Et donc ça veut dire qu'automatiquement, on a permis en fait à l'annonceur Intermarché de doubler le nombre de personnes à qui il était en train de communiquer, des personnes à qui il ne parlait plus en fait sur la base des cookies tiers depuis plusieurs années maintenant. Deuxième chose, ça je crois que ça a été évoqué aussi, c'est que tous ces inventaires cookieless, alors non seulement c'est une audience à laquelle il faut parler, mais c'est une audience aujourd'hui à laquelle on parle très peu, parce que justement la plupart des achats aujourd'hui sont encore opérés sur la base des cookies tiers. Donc les acteurs, les annonceurs aujourd'hui qui commencent à passer sur des solutions cookieless, comme la solution d'UTIC, ils s'adressent à des audiences qui sont très peu monopolisées, sur lesquelles il y a très peu de publicité en fait affichée, et donc qui est beaucoup plus réceptive. Et donc on a pu observer par exemple sur cette audience des taux de clics qui étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on observait sur les inventaires avec cookies. Et enfin, le dernier point, c'est sur la partie stabilité de l'identifiant UTIC. Là, c'est vraiment même par rapport à du cookie tiers. Aujourd'hui, quand on a du cookie tiers, le cookie tiers a une stabilité qui est limitée. Il est renouvelé en fait au bout de quelques semaines généralement, ce qui fait que sur la durée d'une campagne, on peut parfois afficher à la même personne un grand nombre de fois la même publicité parce que sur la base du cookie tiers, on ne va pas être capable de le reconnaître. Grâce à UTIC, on a été capable justement d'avoir un identifiant qui était stable dans le temps et on s'est aperçu que sur les inventaires où on avait un cookie tiers, il y a environ 15% de ces inventaires où on avait eu sur 3 semaines, donc pas non plus une grande période, 15% des cookies qui avaient été renouvelés. Et donc, si on s'était basé sur les cookies tiers, on aurait affiché un grand nombre de fois la publicité à l'utilisateur, beaucoup plus que ce qu'on souhaitait. Grâce à UTIC, on a été capable de maîtriser en fait cette répétition. Et donc, ces 15% de budget qui n'ont pas été gaspillés sur des utilisateurs qui avaient déjà vu la publicité, on a pu les réinjecter directement pour aller toucher plus d'audience, plus de personnes. Donc, voilà un petit peu tous les avantages qu'on va pouvoir apporter justement avec cette solution. Alban, merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup à tous les cas. Ce qui est intéressant dans ces témoignages-là, c'est que je pense que le bénéfice, vous le comprenez, est assez clair. Ça va permettre de retrouver en fait des audiences que l'on avait perdues. Ça va permettre de retrouver des audiences plus puissantes aussi, d'avoir un meilleur suivi, une meilleure gestion de la répétition, de la mesure, etc. Et donc, in fine, d'avoir plus de performance. Donc vous l'avez vu aussi, ce sont des approches qui sont complémentaires, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui sont différentes, mais qui permettent in fine justement au moment de l'achat de mieux acheter. Et donc pour rappel, ce que l'on fait chez OnVoice, donc on opère les campagnes de display programmatique pour le compte d'annonceurs. Donc nous typiquement aujourd'hui jusqu'à maintenant avec notre DSP, on était quasi 100% cookie tiers based. Et donc, ce qui est intéressant à travers ces approches-là, c'est qu'on voit bien qu'il y a un bénéfice important à utiliser ces différentes solutions pour des questions de stabilité, pour des questions de reach, pour des questions de performance, etc., etc. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, et c'est une annonce que l'on fait, parce que du coup, effectivement, on est en train de faire évoluer complètement notre DSP. On va lancer dans quelques jours, en fait, donc une IA hybride qui va permettre d'exploiter justement tous les signaux que j'ai pu évoquer tout à l'heure en entrée. C'est-à-dire qu'effectivement, plutôt que d'avoir une campagne sur telle approche, une autre campagne sur telle approche et une autre campagne sur telle approche en parallèle, ce que l'on est en train de faire, c'est de pouvoir intégrer le maximum de signaux en entrée, d'avoir une seule campagne avec le maximum donc d'informations, avec le maximum de data, permettant d'avoir plus de reach et donc in fine d'avoir plus de performance. Donc on a en place en fait
cette solution, on va la mettre en place là on va la lancer officiellement début octobre. Et ce qu'on essaye de montrer à travers cette slide-là, c'est de voir la disparité justement des cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des profils qui ont uniquement des cookies, avec potentiellement une approche aussi contextuelle. Vous allez avoir des profils qui ont des cookies et en même temps qui ont des topics, des profils qui n'ont plus de cookies mais qui ont un identifiant, etc., etc. Chaque profil, chaque build request que l'on va recevoir et le profil associé a une quantité d'informations complètement en fait différente et une qualité d'information hétérogène. Et donc, plutôt que d'être dans une logique de ou, je prends cette approche ou cette approche, on est sur une logique de et pour construire justement des profils plus complets et donc acheter de manière plus simple et de manière plus performante. Donc cette solution-là, on la lance début octobre. On fera une annonce importante début octobre. Là, on voulait vous l'évoquer en fait aujourd'hui avec vous. Dès octobre, en fait, on va donc avoir une combinaison de cookies tiers, d'historique de cookies tiers. On va avoir des topics, on aura des protected d'audience et on aura une partie en fait contextuelle. Et l'idée, effectivement, c'est de chaque mois de pouvoir rajouter différents ID, que ce soit déterministes ou probabilistes, pour avoir en fin d'année, début d'année prochaine, la vision la plus holistique possible justement de la donnée. L'intérêt de cette approche-là, c'est effectivement d'avoir une solution simple qui permet d'utiliser le maximum de données avec simplement en fait un DSP et donc in fine de gagner en efficacité, mais aussi en simplicité, puisque je pense que vous l'avez compris, on a de très belles alternatives, on a de très belles technologies, mais effectivement, il y a un travail en fait à faire avec chacune d'entre elles. Donc le parti que l'on prend chez Envoice, c'est de vous simplifier la vie en tant qu'annonceur. C'est à nous en fait de faire ces connexions-là pour que vous puissiez en fait avoir simplement derrière une campagne de prospection, une campagne de top of mind ou une campagne de reciblage, sans avoir effectivement à avoir trop de complexité dans la mise en œuvre. Pierre-Antoine le disait tout à l'heure. La réalité, c'est que plus on fera simple pour l'écosystème, plus on pourra continuer d'avoir en fait des campagnes telles qu'on les faisait avant. Et je pense qu'effectivement, mieux ça sera. Et tout ça avec bien sûr plus de performance. Donc derrière, simplicité, performance, puissance, et puis bien sûr transparence et responsabilité. Donc l'idée encore une fois, c'est que vous puissiez reprendre aussi le contrôle de vos campagnes par rapport aux plateformes effectivement où c'est de plus en plus en fait obscur. Donc on travaille en fait en ce sens. Et donc cette solution sera lancée tout début octobre. Ce qu'on a fait déjà, c'est on a fait, je parlais tout à l'heure de Topic, c'est une solution que peu de personnes en fait connaissent. Je pense qu'on est une des adtech ayant fait le plus de tests sur la partie Privacy Sandbox de Google. C'est plus de 300 000 euros d'investissement média qui ont été faits avec des marques comme Maison du Monde, comme Fortuneo, comme Damar, comme Jules, etc. Et je vous ai mis un cas en fait, le cas d'Amar. Ce qui est intéressant de voir, c'est que juste sur une approche comme les topics, donc de la Privacy Sandbox, en quelques mois, on a réussi à aller chercher en fait des performances qui étaient au niveau du cookie tiers avec des solutions cookie tiers qui effectivement tournaient depuis des années. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit, je pense aussi à travers les différents cas qui vous ont été présentés, c'est qu'à chaque fois, chaque solution va apporter en fait un uplift. Soit les CPM vont être plus bas, soit les CPC, soit on va avoir des meilleurs taux de clic, soit on a un meilleur CPL, etc. Et le parti que l'on a, c'est effectivement de se dire, en combinant ces différentes approches, l'uplift sera encore plus important. Voilà, donc j'ai le plaisir d'évoquer pour la première fois cette solution-là. On la lancera donc début octobre. On a déjà une dizaine d'annonceurs en fait intéressés pour la tester. Et l'idée, c'est clairement, c'est pas d'effectuer des tests, c'est de transformer notre DSP, transformer en fait la vision cookie tiers avec ça et pour avoir en fait vraiment une solution qui soit en mode run et pas en mode test. Voilà, je pense que ce qui est important pour vous en tant qu'annonceur, c'est de basculer vers les approches en fait en fil rouge et pas simplement de multiplier les tests, mais c'est d'avoir effectivement une approche macro. Voilà, voilà pour la présentation en fait des différentes alternatives. On a quelques questions avec des réponses déjà. On avait quand même
anticiper un petit peu. On va faire une mini table ronde autour de questions que certainement vous vous posez. Voilà, ce qui permettra potentiellement aussi d'engager d'autres discussions juste après. Et voilà, avant de faire la question Q&A, on voulait déjà présenter des réponses à des questions que l'on entend souvent auprès de nos clients ou de nos prospects. Il y a une première question, effectivement, voilà, qu'on entend très très souvent suite à l'annonce de Google, c'est OK, il reste des cookies, je faisais du cookie, voilà, est-ce que du coup je dois continuer ou est-ce que je dois faire autre chose? Voilà, messieurs, je vous laisse y répondre dans l'ordre que vous souhaitez. Alors, on est nombreux sur cette question, donc je ne sais pas si quelqu'un se lance, mais peut-être moi je peux commencer en disant que une des premières choses, je pense qu'on l'a vu avec toutes les solutions qui ont été présentes ici, c'est qu'au-delà de pallier à la fin du cookie tiers, les solutions qu'on propose, elles ont aussi des avantages versus le cookie tiers. Sur notamment des choses que le cookie tiers n'était pas capable de faire. Moi, si je prends le cas du tick, j'en ai parlé tout à l'heure, mais par exemple, la stabilité de l'identifiant qui est améliorée, ça permet par exemple de regagner environ 15% de ses budgets sur une campagne de 3 semaines. Encore une fois, c'est pas énorme. Sur des campagnes fil rouge qui peuvent être plus longues, ça peut être beaucoup plus important. 15% des budgets qui sont en fait mal dépensés parce que le cookie tiers n'était pas infaillible. Sur le fait d'être capable de relier, réconcilier en fait les audiences mobiles, app et web, par exemple, donc des cas d'usage d'annonceurs qui ont des applications mobiles et qui souhaitent exclure de leur campagne leurs clients. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire sur la base du cookie tiers parce que l'app et le web sont des environnements complètement séparés. Utic peut vous permettre justement de réconcilier ces environnements et d'améliorer vos stratégies. Donc, même avec du cookie tiers encore présent aujourd'hui pour une durée plus ou moins limitée et en quantité limitée, mais même encore aujourd'hui avec le cookie tiers qu'on a, il y a déjà des avantages à utiliser des solutions comme Utic. Je suis assez d'accord avec le constat de Julien. J'ajouterai en complément que Alban l'a bien dit en début de session, il y a déjà la moitié des internautes qui ne sont plus adressables parce que soit ils ne sont pas sur le bon navigateur, soit ils ont un adblocker, etc. Et les alternatives qu'on propose permettent justement d'aller capter ces audiences et donc de s'adresser à des gens qui sont beaucoup moins sollicités par les marques et donc d'avoir parfois des niveaux de performance qui sont plus intéressants. Et puis, malgré l'annonce de Google, il faut quand même garder en tête que la disparition du cookie, elle est programmée. On sait que le coup près va tomber tôt ou tard. Donc, je pense qu'il est important de profiter de ce moment où on a encore les deux mondes qui existent avec les cookies et les solutions alternatives pour faire le maximum de tests et gagner en courbe d'expérience pour avoir le moment venu la possibilité de basculer sur une solution qui offre un niveau de performance équivalent à ce qu'on peut avoir aujourd'hui grâce au cookie tiers ou même un niveau de performance accru. Ouais, Pierre-Antoine, tu parlais des deux jambes, justement, lorsqu'on a préparé en fait ce je pense que c'est tout a été dit de façon très claire, hein, mais on ne peut pas rester qu'avec les cookies, on ne peut pas non plus faire que du cookie-less. Je pense que le marché des gens qui refusent le cookie aujourd'hui, pour le dire un peu brutalement, c'est quand même beaucoup les gens qui sont sur des devices Apple, qui sont les devices les plus chers du marché, donc qui sont des cibles marketing hyper intéressantes. Donc sans tout redire ce qui vient d'être dit, il y a une opportunité sur le cookie-less publicitaire qui est là simplement, quoi. Et la question, c'est pas de savoir si c'est cookie ou cookie-less, la question c'est de savoir comment on peut les toucher et comment on peut exposer ces gens-là et comment on peut faire la promotion des produits dont on veut faire la promotion. Et en fait, c'est pas un jeu sur lequel on reviendra en arrière, c'est déjà fait en fait. Il y a déjà 50% des gens et donc on peut pas se dire tiens, on va rester qu'avec des cookies, ça n'a pas de sens en fait, parce que c'est déjà fini cette partie, on peut rester que sur des cookies. Enfin, en tout cas, c'est avec une limitation du reach accessible. Et je fais le lien avec la deuxième question, parce que vous l'avez bien abordé. Effectivement, est-ce que c'est intéressant d'y aller maintenant? C'est ce que vous avez évoqué. C'est effectivement des audiences que l'on ne touchait plus, que l'on peut toucher, des audiences qui sont moins sollicitées. Et donc, in fine, ce que vous avez évoqué là dans les différentes slides, c'est potentiellement des CPC supérieurs ou des CPM inférieurs, mais généralement plus de performance. J'essaye de lier les deux parce que vous avez répondu un petit peu aux deux. Mais c'est ça, en fait, voilà, la question n'est pas de poser, la question n'est pas de est-ce que je dois y aller ou pas, c'est il faut y aller. Après, effectivement, c'est quel équilibre entre les différentes approches. Et clairement, plus en tant qu'annonceur vous irez tôt, effectivement, plus les avantages liés en fait justement à ces solutions sera impactant. Peut-être Gaël, tu voulais peut-être rajouter un point sur cette question. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'y aller maintenant?
Bah, en fait, parce que les résultats sont déjà bien meilleurs quand on y va, en fait, hein, tout simplement. Que ce soit aussi bien pour les éditeurs sur lesquels ils récupèrent une monétisation, parce que quand on perd 50% de revenus sur Safari, alors que ça devrait être le contraire, quasiment, il y a un intérêt tout de suite, parce que l'argent qu'on perd maintenant, on le rattrapera pas. Donc, et c'est pareil sur les annonceurs. Ça paraît inconcevable au niveau marketing de se dire que demain, on continue à travailler que sur 17% de son audience. C'est les stats des marketeurs. En se basant que sur cookies tiers, alors qu'il y a plein de prospects à aller chercher au-delà de ça. Donc effectivement, je te rejoins sur un point, c'est l'arbitrage. Hein. L'arbitrage entre différentes solutions, c'est pas l'un ou l'autre, il faut faire différentes choses. Encore une fois, les performances sont déjà là. C'est pas juste pour pallier, c'est aussi parce qu'il y a une meilleure solution. Et lorsque vous avez deux solutions en fait, dont l'une est meilleure, effectivement, ça n'a pas vraiment de sens de continuer sur l'ancienne solution dont les performances sont plus faibles. Clairement. Et une question que je pense beaucoup de gens se posent, c'est la complémentarité, l'interopérabilité en fait entre ces différentes solutions. Comment vous voyez les choses? Quand là, on a différents systèmes, différentes approches. La question, c'est voilà, est-ce qu'on pourrait pas avoir une seule solution? Ou comment il n'y avait pas un seul il y avait pas un seul cookie tiers. On croit qu'il y a un cookie tiers, mais en réalité, il y avait des centaines de cookies tiers, de centaines de plateformes qui fonctionnaient ensemble. Alors, plus ou moins bien. Hein, parce qu'on la synchrone cookie, on sait ce que c'est, ça n'a pas toujours été exceptionnel. Donc l'interopérabilité dans l'écosystème digital, c'est quelque chose qui est déjà le cas. Donc je pense que tout le monde, aussi bien les annonceurs et les éditeurs et tout l'écosystème d'une manière générale, ont intérêt à ce que toutes les solutions fonctionnent le mieux possible entre elles. À partir de là, il n'y a pas de raison technique pour que ce ne soit pas le cas. Voilà, et typiquement sur Envoy, c'est exactement dans la même vision. On ne peut pas avoir des flux parallèles. Il faut travailler en fait justement sur la combinaison des flux, et c'est ce sur quoi on travaille. Et c'est là l'intérêt aussi d'avoir des algorithmes qui vont permettre effectivement de pouvoir combiner avec des systèmes, voilà, sans rentrer en détail, avec des systèmes d'API, etc. Mais en tout cas, la technologie aujourd'hui actuelle permet justement de combiner ces différentes solutions. C'est pas simple, mais effectivement, dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est clairement le faire pour éviter effectivement d'avoir une fragmentation des audiences. Qui est peut-être un peu le cas aujourd'hui. Pierre-Antoine, tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur cette partie? Non, oui et non. On observe vraiment de façon sensible que la densité d'enchères, elle est plus faible quand on est sur des inventaires non sans cookies. Donc cette densité, qui est observable par tous les partenaires, elle aboutit au fait que pour l'instant, le prix des inventaires, pour des questions purement mécaniques, il est plus bas. C'est très mécanique. Et donc c'est pas qu'il y a une sorte d'urgence, c'est qu'il y a une opportunité aujourd'hui. C'est tout. Elle est là et elle sera probablement plus là au fur et à mesure que vous ferez ce qu'on est en train de se raconter. Oui, je suis assez d'accord. C'est qu'en fait, Google a créé une urgence, alors qu'en fait, c'est une opportunité. Voilà. Et donc, effectivement, l'urgence a disparu, mais comment? Parce qu'on a des alternatives qui viennent d'être présentées pour aller chercher ces audiences-là. Ces audiences qui refusent les cookies sont plutôt une opportunité. Ouais. Exactement. Il y a une question qui est peut-être combinée, c'est voilà, pour mettre en place en fait justement ce type de test là que vous avez évoqué. Est-ce que c'est complexe? Est-ce que c'est long? C'est fait sur 2 semaines, sur 3 mois? C'est combien? Et est-ce que c'est destiné effectivement plutôt aux gros annonceurs, ou est-ce que n'importe quel annonceur peut profiter de ces opportunités? Julien, je te laisse répondre de manière combinée un petit peu à ces deux questions. Ouais, merci. Je vais répondre avec un angle de vue qui est propre à LiveRamp. Je dirais que pour tester cette solution, chez nous, il faut déjà être équipé de notre solution de data collaboration. Ensuite, en termes de mise en place, c'est quelque chose qui peut être assez rapide une fois qu'on a reçu les audiences de la part de nos clients qui vont être ciblés par la campagne, puisque derrière la connexion de ces audiences aux plateformes médias se fait très rapidement. Nous, ce qu'on suggère, c'est de partir sur un budget d'environ 1 000 € pour un test de campagne, pour avoir suffisamment d'impressions, pour en tirer des learnings intéressants, avec des campagnes qui peuvent aller de 4 à 6 semaines en termes de diffusion. Et en termes de marché auquel on s'adresse, c'est pas forcément une solution qui est destinée aux plus gros annonceurs. En tout cas, c'est une solution qui s'adresse à des annonceurs qui ont une vraie stratégie autour de la data dans le ciblage de leur campagne et qui souhaitent optimiser les performances de leur campagne, et donc notamment des campagnes à la performance. Et moi, peut-être juste pour compléter aussi cette partie-là, je pense que sur le délai moyen pour la mise en place d'un test, ça dépend énormément du test.
et ça dépend énormément de ce qu'on veut faire. On va dire que les tests les plus simples, ça serait par exemple de simplement utiliser l'identifiant au sein d'une solution d'un DSP compatible pour, par exemple, du branding et maîtriser mieux son capping, augmenter son reach. Sur ce type de test, il y a très peu de prérequis en fait, c'est-à-dire que il suffit d'avoir un outil partenaire qui fonctionne et on peut commencer le test le lendemain. Et ensuite, par rapport au budget, de la même manière, ça va vraiment dépendre pour moi de ce qu'on cherche à faire avec cette campagne. Donc, en fonction de ça, on peut avoir des budgets de test avec 1 000 €, comme disait Julien, qui vont être tout à fait suffisants par rapport au learning. Mais en fonction de ce qu'on veut faire, peut-être qu'il faudra avoir des budgets plus élevés. Et donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faut discuter au cas par cas en fonction de ce qu'on veut faire. Mais pour peut-être la réponse de la question de Nathalie, qui était le délai, je pense que si on est sur des tests assez simples de découverte de la solution et de ce que ça peut apporter, on est sur des délais extrêmement courts. Hein. Ça peut être activé vraiment du jour au lendemain. Merci Julien. Pour l'autre Julien, quand tu parlais de 1 000 €, tu parlais de la partie média intégrée ou tu parlais effectivement plutôt de la partie publicitaire? Je parlais du coût d'achat média, en effet. D'accord. Nous, ce sont des tests en fait que l'on fait aussi assez rapidement, comme on l'évoquait tout à l'heure. L'idée c'est de pouvoir capter la donnée. Les tests que l'on fait sont des tests de 3 mois côté Android, c'est parce qu'effectivement entre le premier mois et puis le deuxième et le troisième, on va avoir en fait grâce au machine learning un apprentissage en fait assez évident. Pour des questions statistiques, voilà, c'est vrai que les budgets de 1 000 €, moi ça me semble, voilà, pour être assez transparent, ça me semble difficile en fait de tirer en fait un enseignement avec 1 000 € sur cette partie média. Donc les tests que l'on a sont des tests entre 20 000 et 30, 40 000 grosso modo sur ces 3 mois, donc au total. Et ça permet effectivement aussi statistiquement d'avoir suffisamment de données pour en tirer en fait des enseignements. Mais voilà, c'est à peu près le type de test que l'on met en place. 3 mois avec des budgets de 20 à 30 000 €. Merci de vos réponses. Il y a une question autour de la mesure qu'on peut peut-être aussi traiter. C'est-à-dire qu'on entend souvent, voilà, moi j'ai Capi, j'ai le server side, donc en gros le cookie-less, je l'ai traité. Il y a souvent une confusion aussi entre la mesure et puis le ciblage. Est-ce que du coup, voilà, Julien aussi, et puis Gaël et encore Julien, est-ce que vous avez quelque chose à partager justement sur cette mesure, à la fois des applications en fait de méta pour gérer cette partie et la mesure au sens large? Il y a peut-être une confusion déjà aussi sur le server-side parce qu'il y a beaucoup on parle beaucoup du server-side et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que le server-side c'est une façon d'identifier les gens. En fait, pas du tout. C'est pas le server-side qui vous dit qu'un internaute est passé sur 2 sites différents. Donc déjà, premièrement, il faut pas mettre sur le même plan. Le server-side c'est hyper utile pour aller plus vite, pour faire plein de choses. Mais quand on parle de Capi c'est la façon de Facebook, de Meta, de remplacer les cookies tiers par effectivement une façon server-side d'envoyer un email en gros. Donc c'est l'identifiant, c'est l'email pour le coup. Est-ce qu'il y a besoin de faire plus? Oui, parce qu'en fait l'email, à part si vous êtes un énorme broadcaster avec 100% d'email, vous n'avez pas tant d'emails que ça. Et si vous voulez travailler avec un annonceur qui n'a pas tant d'emails que ça, l'email en soi c'est pas suffisant. Il peut y avoir d'autres moyens d'optimiser. Donc oui, vous pouvez faire mieux. Et maintenant juste pour la partie mesure. En fait, la mesure, c'est pour faire de la mesure. Il faut être branché là où la campagne passe, chez les médias globalement, et là où, une fois au moment de la conversion. Donc il faut qu'il y ait l'ID qui soit des deux côtés. Comme avant, il y avait le cookie tiers des deux côtés, avant que ce soit bloqué. Donc la mesure, c'est très simple à faire, à partir du moment où on est branché des deux côtés. Oui, je rejoins complètement Gaël. Donc, tu as très bien résumé, je pense, les aspects server-side et Capi et les limites que ça pouvait avoir. Sur la mesure également, la mesure, je pense qu'elle est vraiment clé pour le coup et qu'elle a été un petit peu... ça a été l'enfant pauvre du cookie-less parce qu'on a eu beaucoup tendance à se focaliser sur la partie ciblage, la partie capping qui sont des aspects importants. Mais pour moi, la mesure, ça reste quand même l'aspect le plus important puisque faut pas oublier que quand on est un annonceur, son budget de campagne, c'est un investissement. Et que l'investissement, derrière, il faut pouvoir mesurer le retour pour savoir si on va continuer ou si on va réinvestir et qu'est-ce qui a marché ou pas.
Donc sans la mesure, le risque, c'est vraiment qu'on ne soit plus capable de démontrer l'efficacité de l'open web, et donc du coup que les annonceurs se détournent de l'open web, ce qui serait dommage, parce que ça reste quand même le plus grand canal de communication auprès des utilisateurs. Donc la mesure, elle est importante, et comme l'a dit Gaël, la mesure, pour que ça fonctionne, il faut là, pour le coup, qu'il y ait une implication un peu plus forte des annonceurs. On parlait tout à l'heure de différents tests qui étaient possibles. Pour faire du capping, pour faire du ciblage, on peut arriver avec un test du jour au lendemain. Pour faire de la mesure, ça nécessite l'intégration de la solution sur le site de l'annonceur. Alors, c'est pas non plus très compliqué, mais ça demande un petit peu plus pour le coup d'implication. Et pour moi, je voudrais juste aussi lier ce point-là au dernier point qui est sur la slide, sur la partie privacy, puisque je pense que côté annonceur, il y a un enjeu qui est encore plus important sur cet aspect privacy, et notamment sur ce que je disais, puisque la privacy, au final, c'est que le reflet de la façon dont les gens perçoivent aujourd'hui le tracking en ligne. Côté annonceur, les gens qui viennent sur nos sites, c'est des potentiels clients. Et donc, c'est extrêmement clé et important pour l'annonceur de s'assurer que la solution qu'il va utiliser pour faire du tracking, pour faire de la mesure, pour faire tourner ses campagnes publicitaires, elle soit perçue correctement et positivement par ses justement futurs clients, par ses visiteurs. Et donc, c'est important à ce niveau-là, c'est que l'annonceur, pour intégrer la mesure, il va falloir intégrer une solution d'identifiant. Et pour intégrer une solution d'identifiant, il va falloir être faire particulièrement attention à cette question justement sur la partie privacy et au-delà des aspects réglementaires, surtout sur la partie perception de la solution par les utilisateurs. Oui, je suis d'accord. J'ajoute une petite chose sur la partie justement mesure. Tout à l'heure, je parle de l'hybridation sur laquelle Envoice travaille sur la partie ciblage. Voilà, on a la même vision sur la partie mesure, donc on est moins spécialiste de la partie mesure, mais c'est un sujet sur lequel on est aussi avec d'autres partenaires. Voilà, moi je pense qu'il faudra aussi avoir une vision hybride, donc une combinaison de différentes approches pour retrouver. C'est un petit peu comme l'adressabilité aujourd'hui. On sait qu'on adresse que 40-50% des internautes. Aujourd'hui, on sait qu'on mesure aussi que 40 ou 50% des internautes, et notamment à cause du consentement. Donc à la fin, pour retrouver plus de reach au ciblage, mais plus de mesures aussi au global. Voilà, moi j'ai le sentiment qu'effectivement il faudra une hybridation côté mesure entre spécialistes justement de la mesure pour avoir le maximum en fait de vision. Peut-être, je regarde l'heure, les 12h07, on va vous libérer. Est-ce qu'il y a je vois que Gaëtan, il y a eu des réponses à tes questions. Peut-être que ça te va. Juste, tu peux répondre dans le chat si c'est OK pour toi, ou si tu veux qu'on revienne sur une des questions. Mais effectivement, Julien et Pierre-Antoine ont répondu gentiment durant le point. Donc peut-être une dernière question sur la privacy, justement, la différence entre l'Europe et les US. Voilà, Julien, tu en as parlé, effectivement, c'est un élément qui est certainement beaucoup plus essentiel en fait en Europe qu'aux États-Unis. Est-ce que Gaël, tu veux rajouter quelque chose? Et juste avant de te laisser la parole, voilà, si vous avez des dernières questions, n'hésitez pas. Sinon, effectivement, ça sera la dernière question. Et puis, on vous le libérera avec plaisir aussi. Gaël, tu as quelque chose à rajouter? Sur la partie privacy, de toute façon, je pense qu'effectivement, tous les ID doivent avoir le consentement. Donc, c'est un des points importants. La différence entre l'Europe et les États-Unis, de toute façon, les États-Unis, l'Australie vient de s'y mettre au consentement, ainsi de suite. Donc, on va y avoir une normalisation. C'est qu'aujourd'hui, en Europe, on appelle ça consentement. Aux États-Unis, on appelle ça l'opt-out. Mais à la fin, tout ça est assez convergent, en fait. C'est-à-dire que la politique qu'a choisie l'Europe, elle est en train d'être reproduite avec des niveaux de granularité différents dans tous les pays du monde. Tu as mentionné très justement l'Australie qui va quasiment passer dedans. Le Japon est sur un modèle assez similaire, un tout petit peu différent, mais assez similaire. Le Brésil est très similaire. Pour le clin d'œil, le pire du monde en ce moment, c'est le Québec. Voilà. Sans surprise, ils ont fait pire que l'Europe, beaucoup plus strict. C'est très compliqué d'opérer au Québec, par exemple. Alors, en tout cas, on sent qu'il y a une convergence sur cette partie privacy. Et donc, ça va pousser aussi de toute façon à utiliser des approches qui sont 100% consentement, avec à la fois une fiabilité et puis en même temps une approche aussi transparente et vis-à-vis des annonceurs et vis-à-vis, bien sûr, des internautes. Voilà, et puis avec une normalisation par l'IAB Tech Lab sur pas mal d'aspects qui aussi pousse tout le monde à s'aligner parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas gérer des lois trop différentes d'un pays à l'autre. Donc, il y a une normalisation qui va s'installer aussi pour des besoins techniques très, très évidents. Ouais, c'est clair.
Parfait. Dernière, voilà, en conclusion, hein, ce qu'on souhaitait vous dire, c'est le changement, c'est maintenant. Vous l'avez bien compris. C'est pas un changement par défaut, c'est un changement par opportunité. Vous l'avez, je pense aussi bien saisi. Il y a énormément d'opportunités en fait à choisir des solutions qui sont plus puissantes que le cookie tiers. Donc effectivement, il ne faut pas être lié aux annonces de Google. Il faut clairement être plutôt à l'écoute d'opportunités en fait nouvelles qui vont vous permettre d'optimiser vos investissements. Je crois que le mot-clé qu'on a entendu le plus souvent, c'est vraiment la performance. Voilà, on parle de solutions qui permettent d'aller chercher encore plus de performance et ces solutions, elles existent déjà. Et bien sûr, pour pouvoir comprendre l'ensemble de ces approches, c'est pas forcément très, très simple. Il faut tester et ça permet à travers des use cases justement d'avoir une compréhension totale de ces différentes approches. Je regarde dans les questions, je pense qu'on a fait le tour. Eh bien, écoutez, on tient à peu près le timing. J'espère que ce webinaire sur les différentes alternatives cookieless vous a passionné comme nous. Je tiens à remercier effectivement Gaël, Julien et Pierre-Antoine, et puis Eric côté Envoice qui est dans la régie, dans le camion juste en bas, voilà, qui nous a énormément aidé sur cette préparation et sur cet événement. Vous allez recevoir justement de la part d'Eric le replay, je pense, cet après-midi. Et si vous avez donc des questions, vous le voyez, les emails sont ici. N'hésitez pas à poser vos questions aux différents intervenants, que ce soit cet après-midi ou demain, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou si au contraire vous voulez les tester, n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous tous. Et puis, on vous souhaite d'excellents tests de solutions cookieless dans les prochaines semaines. Merci. Merci à tous. Bonne à tous. Merci.